À Hanover, dans l'État de Pennsylvanie, une onde de terreur s'est abattue sur la petite communauté. L'impensable s'était produit. Une mère de famille, unanimement appréciée et respectée, a été découverte sans vie, abattue de sang-froid dans son propre salon. La brutalité de l'acte a semé l'effroi. L'idée qu'un assassin puisse se cacher parmi eux a paralysé la ville. La peur s'est insinuée dans chaque foyer, chacun redoutant de devenir la prochaine cible. Les enquêteurs, confrontés à l'horreur, se sont retrouvés démunis. Qui aurait pu vouloir ôter la vie à cette femme, pilier de la communauté, dont l'existence semblait si paisible? De tels crimes, aussi odieux qu'incompréhensibles, étaient d'une rareté effrayante dans cette bourgade tranquille. À Hanovre, bourgade typique nichée au cœur du comté d'York, en Pennsylvanie centrale, l'enquête piétinait. Aucun suspect évident ne se profilait à l'horizon, les policiers se raccrochant désespérément à la moindre bribe d'indice, cherchant une aiguille dans une botte de foin. L'affaire, d'une complexité déconcertante, semblait vouée à rester irrésolue. La police parviendrait-elle à démasquer l'assassin et à percer le mystère de ce crime parfait? Niché au cœur d'une région paisible, ce bourg, s'étendant sur à peine 10 km², jouit d'une réputation enviable. D'excellentes écoles y côtoient une criminalité des plus basses. Mais ce n'est pas tout. Il est secrètement connu comme la capitale américaine des douceurs. Ici, les géants de l'industrie agroalimentaire ont élu domicile, chacun possédant sa propre boutique, véritable caverne d'Ali Baba, regorgeant de délices. À Hanovre, la vie s'écoule doucement, au rythme des plaisirs simples et sucrés. C'est précisément ce qui a séduit Monica Schmeyer et son mari, John. En l'an 1985, quittant le nord du New Jersey, ils ont posé leurs valises ici, avec l'ambition d'ouvrir une clinique d'ophtalmologie. Leur histoire avait débuté sur les bancs de la faculté de médecine. Une romance universitaire, un mariage, puis l'appel de la banlieue de Hanovre. Là, John a pu donner libre cours à son talent, devenant un oculiste réputé. La carrière médicale de Monica s'est doucement éclipsée, reléguée au second plan par un choix de cœur, celui de se consacrer pleinement à l'éducation de ses deux filles. Désormais, son univers tournait autour de ses enfants et de son mari, trouvant dans leur bonheur sa propre raison d'être. Elle embrassa avec passion son rôle de femme au foyer, se vouant corps et âme à sa famille. Lorsque la carrière de John prit son envol, leur rêve commun se concrétisa enfin. Ils firent bâtir la maison de leurs rêves, un havre de paix où leur amour pouvait s'épanouir. Dans un écrin de verdure, perché sur une colline solitaire, se dressait une demeure de bois et de pierre. Nichée au cœur d'un domaine d'environ 1 km², constellée d'arbres majestueux, elle incarnait l'idéal de vie que Monica avait toujours chéri. Aux yeux de tous, John et Monica semblaient filer le parfait amour. Pourtant, après 5 ans d'union, une ombre grandissante s'insinua entre les époux, assombrissant leur horizon autrefois radieux. Pour Monica, la vie suivait son cours, immuable. John, lui, aspirait à un renouveau et son regard commença à se poser sur d'autres femmes. Un jour, il annonça son désir de divorcer. Ce fut un choc brutal pour Monica, une onde de choc qui la laissa désemparée. Le divorce fut prononcé. Cependant, Monica, catholique fervente, refusa d'accepter cette réalité pendant 15 longues années. Ce n'est qu'en 2010, alors que ses filles avaient quitté le nid familial, l'une s'installant à l'étranger et l'autre dans un état voisin, que Monica se résolut à vendre la maison qui avait été le témoin de leur vie commune. À 55 ans, elle entamait un nouveau chapitre de son existence. L'idée même de déménager en Indiana, près de sa fille, la remplissait d'espoir. Monica avait enfin décidé de tourner le dos au passé. Mais ce rêve, si lumineux, s'est éteint brutalement. Un coup du sort et tout s'est arrêté net. Le 31 mars, aux alentours de 15 heures, un appel étrange retentit au service des urgences, provenant d'une demeure isolée sur Throne Road. Service des urgences du comté de York. Standardiste 65 à l'appareil. Une voix hésitante répondit. « Allô? Je vous écoute. » Un silence pesant s'installa, comme si l'appelant avait perdu sa langue, incapable de prononcer le moindre mot. Le mystère s'épaississait autour de Throne Road. Conformément au protocole, une équipe devait être dépêchée sur les lieux. L'officier Mike Matthews, fort d'une longue expérience, avait déjà été confronté à maintes reprises à ce genre de situation. La plupart du temps, il s'agissait d'erreurs,
de numéros composés à la hâte lors de l'installation d'une ligne ou par le biais de la numérotation abrégée. Parfois, c'était des enfants qui faisaient de mauvaises blagues, mais d'autres fois, l'appel signalait une urgence réelle. Sans hésiter, l'officier Matthews se rendit à l'adresse indiquée, son expérience le poussant à ne négliger aucune alerte. La porte entr'ouverte laissait deviner une fente d'une trentaine de centimètres. Un silence de mort régnait dans la demeure, incitant à une exploration plus poussée. Guidé par une intuition funeste, il s'avança prudemment. Bientôt, au détour du salon, une vision macabre le frappa. Un corps gisait inerte sur le sol, figé dans un sommeil éternel. Le sol, un tableau macabre éclaboussé d'écarlate. Des filets de sang perlant sur son visage, dessinant des motifs d'une souffrance muette. L'officier, saisi d'effroi, découvrit cette femme gisant dans une mare pourpre, son propre sang la nimbant d'une aura funeste. L'origine de ce drame lui échappait. Une chute? Un choc brutal contre le sol? L'énigme restait entière, lourde et menaçante. Près du corps, un combiné téléphonique pendait, déconnecté de son appareil. Mais l'inspecteur Mathieu Crime des Yeux remarqua alors un détail troublant. À quelques pas, jonchant le sol, une douille de cartouche témoignait d'une violence récente. Comprenant immédiatement que la victime avait été atteinte par un projectile, l'officier dépêcha des renforts sur les lieux. Peu après, le détective Duc de Magne se présenta, prêt à démêler les fils de cette sombre affaire. Il était enquêteur à la police de district et avait été témoin de plus d'un homicide. Mais ce crime-ci défiait toute classification habituelle. De tels événements étaient de rarissimes dans les contrées boisées du comté. Dans sa carrière, c'était une première. L'étui retrouvé sur le sol était petit, probablement de calibre 32. L'absence d'armes laissait planer un mystère épais sur la scène. L'examen minutieux du corps ne révéla guère plus. Une seule balle, tirée à bout portant, avait trouvé sa cible juste en dessous de l'oreille gauche. Une ecchymose violacée, un stigmate sanglant, marquait le dessous de l'œil droit. Tout semblait indiquer qu'un coup brutal avait précédé l'acte fatal, plongeant la victime dans un silence éternel. Elle s'est débattue, c'était certain. Il y avait eu un contact physique entre elle et son agresseur, au minimum. L'autopsie le confirmerait, sans doute. Sur les touches 9 et 1 du téléphone, des traces de sang, des indices précieux. Était-elle en train d'appeler les secours quand le coup est parti? C'est une possibilité que les enquêteurs n'écartèrent pas. Ils ont continué leur inspection méticuleuse de la maison. Dans la cuisine, un portefeuille laissé là. Un détail qui pourrait s'avérer crucial. Sur le sol, gisaient des papiers d'identité, un permis de conduire où figurait une photographie. Grâce à ce document, ils purent identifier la victime. Monica Schmeier, la propriétaire des lieux. Les policiers échangèrent des regards interrogateurs. Monica connaissait-elle son bourreau? L'avait-elle laissé entrer de son plein gré? La porte était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. Les enquêteurs ne relevèrent aucune trace d'effraction, ni fenêtre brisée, rien qui suggérât une intrusion forcée. Pourtant, au milieu de ce mystère opaque, une lueur d'espoir perçait. Ils avaient découvert quelque chose. Des enveloppes blanches, énigmatiques, jonchaient les lieux. Les enquêteurs les découvrirent éparpillées, sur le bureau, la table de la cuisine, et même sur la petite table du salon. Chacune contenait 2 ou 3 billets de $20. Ce détail troublant laissait les enquêteurs perplexes. Étaient-ce les restes d'un cambriolage qui a mal tourné? Ou bien une mise en scène macabre dissimulant un assassinat commandité? La réponse se cachait peut-être au cœur de ces modestes sommes d'argent, semées comme des indices dans cette scène de crime déconcertante. Dans l'obscurité enveloppant le crime, une question lancinante persistait. L'acte était-il prémédité, nourri par des griefs personnels ou le fruit d'une funeste coïncidence? Les archives locales révélaient que Monica avait autrefois partagé une demeure avec son époux, un détail qui ne pouvait être ignoré. Le docteur Schmeier, paisible retraité, résidant à 16 km de là, pouvait-il apporter un éclairage nouveau? La sinistre réalité des statistiques hantait les enquêteurs. Trop souvent, les femmes sont victimes de ceux qui partagent ou ont partagé leur vie. L'ombre d'un mobile passionnel planait, suggérant que derrière ce crime se cachait peut-être une vengeance personnelle. L'inspecteur de Magan brûlait d'envie d'extraire chaque bribe d'information possible de Johnny. Quelques heures plus tard, un choc ébranlait la petite communauté de Gardeck-Hodnover, en Pennsylvanie.
Monica Schmeyer avait été découverte assassinée dans sa propre demeure. Les enquêteurs, conscients de l'onde de choc que provoquerait un tel acte, savaient en que l'affaire exigerait une attention particulière, d'autant plus que les premiers indices laissaient présager une affaire complexe, où les passions et les secrets semblaient plus nombreux que les dollars qu'avait pu amasser l'ex-mari de la victime. L'onde de choc se propagea à travers la région. Un meurtre, ici, était un événement aussi rare qu'un éclair en plein jour. La stupeur se mêlait à l'inquiétude. Comment cela avait-il pu arriver? Et qui serait la prochaine victime? Les enquêteurs, face à un maigre faisceau d'indices, se tournèrent vers le passé. John Schmeyer, l'ex-mari de Monica, un homme usé par le temps et une carrière de machiniste désormais révolue, fut convoqué. On lui annonça la terrible nouvelle. Monica avait été assassinée. La douleur, ou peut-être autre chose, se peignit sur son visage. Face à l'annonce du décès de celle qui avait partagé sa vie, John eut une réaction déroutante. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, mais son visage ne trahissait aucune émotion palpable. Un instant plongé dans un mutisme apparent, il retrouva sa voix presque aussitôt, s'exprimant avec un calme qui déconcerta les enquêteurs. Il s'attendait à une explosion de chagrin, à une douleur inconsolable. Mais John resta impassible, sans chercher à dissimuler son trouble. Il confia que son union avec Monica était déjà moribonde lorsqu'il prit la décision de partir. Des malentendus s'étaient accumulés, les disputes avaient miné leur quotidien, les mesquineries avaient eu raison de leur amour. Il avoua même qu'une autre femme était entrée dans sa vie, précipitant sa volonté de mettre fin à ce mariage. Monica, quant à elle, ne voulait pas de cette rupture. Il lui fallut des années pour accepter l'irrévocable, leur divorce. Au cours de l'année écoulée, leur relation avait pris un tournant complexe. John était devenu pour Monica bien plus qu'un simple mari ne l'est pour sa propre femme. Elle continuait de faire appel à lui pour toutes sortes de choses, des dépenses courantes aux corvées quotidiennes. Monica, quant à elle, voyait leur divorce comme une simple formalité, malgré de nombreuses années passées séparément. Plus étrange encore était leur accord financier, un arrangement singulier qui témoignait de la nature particulière de leur lien. Sans compte bancaire, elle vivait au rythme des versements, en espèce de John, son ex-mari. Chaque somme était méticuleusement répartie dans une multitude d'enveloppes blanches, chacune étiquetée pour un besoin précis. Lorsqu'une facture arrivait, elle présentait l'enveloppe correspondante à John, qui rédigeait alors un chèque à son nom. Cette étrange organisation expliquait la présence de ces innombrables enveloppes éparpillées dans sa maison, témoignage d'une vie financière hors des sentiers battus. Cependant, une étrange sensation persistait. Le docteur Schmeyer a avoué qu'il était mal à l'aise face à cette situation. 4 années de pension alimentaire restaient à verser, une échéance qu'il attendait avec une patience feinte. L'homme affirmait que Monica le laissait exsangue, vidé de ses ressources. John, l'amertume au cœur, se sentait trahi. « Pourquoi, après notre divorce, suis-je encore pris dans cet engrenage ?» se demandait-il, rongé par le ressentiment. Seul le bien-être de leur fille le retenait de couper les ponts définitivement. En apparence, John n'avait rien à cacher. Pourtant, les enquêteurs soupçonnaient un mobile financier derrière la mort de Monica. Un mobile suffisant, selon eux, pour pousser John à commettre l'irréparable. Les enquêteurs, conscients que les femmes avaient été assassinées aux alentours de 15 heures, alors que les secours avaient été appelés au château, interrogèrent John sur ses activités de l'après-midi. Il affirma avoir passé la journée en compagnie d'amis. L'enquête révéla qu'au moment précis du meurtre de Monica, John se trouvait dans un restaurant du coin, en charmante compagnie. Sa partenaire d'alors, une certaine Molly Redshoe, confirma qu'ils avaient partagé un dîner avant de rejoindre un groupe d'amis pour la soirée. Chaque week-end, une grande bande d'amis se retrouvait dans un restaurant réputé. Ils passaient du temps ensemble, échangeant des rires et des histoires, accompagnés de leurs proches et accueillant de nouveaux visages. Les hommes de ce cercle, tous issus d'une classe moyenne aisée, jouissaient d'une certaine prospérité. Avant d'interroger Molly et les autres membres du groupe, les enquêteurs demandèrent à John de se soumettre à quelques examens. Il accepta de se faire examiner pour détecter toute trace de poudre sur ses mains et ses vêtements. Les enquêteurs, malgré leurs efforts minutieux, ne découvrirent rien de tangible. John, soumis au test du polygraphe, obtint un résultat ambigu, laissant planer le doute sur sa sincérité. Les autorités, incapables de trancher avec certitude sur la véracité de ses dires, se retrouvèrent dans une impasse.
Le docteur Schmeyer, relâché, restait sous surveillance, son alibi devant être scrupuleusement vérifié. Le même matin, John prit contact avec Eric Laskovich, le frère de Monica. Ébranlé par un pressentiment funeste, l'homme composa sans tarder le numéro de la police, cherchant désespérément des éclaircissements. Au bout du fil, une voix glaciale lui confirma l'impensable. Sa sœur n'était plus. Eric, demeurant non loin du commissariat, accepta immédiatement de s'y rendre pour témoigner. Toutefois, une tâche déchirante le précédait. Annoncer l'horrible nouvelle à leur mère, résidant dans le lointain New Jersey. Le cœur lourd, il prit son téléphone et tenta de trouver les mots justes pour lui expliquer l'inexplicable. Imaginez l'insoutenable, annoncer à une mère que sa fille n'est plus. Eric s'acquitta de cette tâche déchirante, le devoir avant tout. Pendant ce temps, l'inspecteur Demangeon se rendait au domicile de Molly Redshaw, la fiancée d'un ami rencontré dans un restaurant, afin de vérifier l'alibi de John Schmeyer. Molly certifia que John avait bel et bien passé l'après-midi avec elle, depuis le déjeuner jusqu'à 17h. Ensuite, ils avaient quitté le restaurant pour rejoindre des amis lors d'une soirée. La jeune femme précisa que tous étaient présents, à l'exception de son fiancé, Tim Jacoby, qui travaillait ce jour-là. Elle énuméra les noms de chacun et les enquêteurs procédèrent à leur interrogatoire. Il semblait improbable que l'un d'entre eux puisse être impliqué dans le meurtre. Ils ne l'avaient même pas croisé, Monica. Par prudence, les policiers se sont rendus dans les deux restaurants, espérant dénicher des preuves tangibles. Bien entendu, les établissements étaient équipés de systèmes de vidéosurveillance. Demagan rapporta les enregistrements au poste. L'examen des images lui apporta la réponse définitive quant à la localisation de John. Les enquêteurs purent ainsi confirmer que John et Molly avaient bien quitté le premier restaurant pour réapparaître, quelques minutes à peine plus tard, dans le second. L'arrivée d'Eric au poste de police, alors que les enquêteurs étaient encore en pleine collecte d'informations, marquait un tournant. L'homme, visiblement bouleversé par la perte tragique de sa sœur, offrait un alibi irréfutable. Il ne pouvait en aucun cas être l'assassin. La question initiale des policiers, cherchant à déterminer si Monica avait des ennemis, allait bientôt être balayée par une révélation inattendue qui les laissa stupéfaits. Juste avant de mourir, Monica aurait murmuré à un homme une phrase lourde de sens. « S'il m'arrive quelque chose, c'est John. » Leur relation avait toujours été un terrain miné, semé d'embûches et de tensions. John aurait-il fini par craquer sous le poids de ses difficultés? Mais jusqu'où pouvait-il aller? Monica, peut-être, avait-elle pressenti le funeste destin qui l'attendait? Elle se demandait quel sort l'attendait. Était-ce possible que John, rongé par la colère, puisse commettre l'irréparable? Ou n'était-ce qu'une amertume tenace envers son ex-mari qui s'exprimait à travers ses mots? De telles accusations, bien que courantes, s'avèrent souvent infondées, nées de la douleur et du ressentiment. De son côté, Eric retrouva la chaleur de son foyer et passa les instants précieux qui suivirent en compagnie de ses proches, cherchant réconfort et apaisement dans ses liens essentiels. Bien que John n'ait absolument pas tiré sur Monica, la police n'écartait pas son implication dans le meurtre de son ex-femme. Alors que les enquêteurs s'apprêtaient à élargir le périmètre des recherches, un appel téléphonique inattendu retentit. Un voisin, témoin d'une circonstance capitale, était prêt à parler. Un tel rebondissement, il ne l'avait pas vu venir. L'impatience était à son comble. Il brûlait d'entendre le récit du voisin de la victime. Le 1er avril 2010, à peine 24 heures après la découverte macabre du corps de Monica Schumacher, Hanovre-Stadt, en Pennsylvanie, ne parlait que de ça. Des crimes d'une telle nature y étaient d'une rareté déconcertante. Cet événement fracassa l'illusion d'une sécurité absolue qui régnait en ville. Un jour banal, un assassin s'introduisit dans une demeure, ne laissant derrière lui que le silence et l'absence de traces. Longtemps après, la peur tenait les habitants en son emprise, les contraignant à verrouiller leurs portes avec une vigilance accrue. Les forces de l'ordre échafaudèrent l'hypothèse d'un ex-mari, rongé par l'amertume, qui aurait engagé un tueur à gages pour se venger de son ancienne épouse. Le soupçon s'épaissit lorsque la police reçut un appel d'un voisin de Monica Curtis Billings. Curtis lui-même contacta les enquêteurs, affirmant avoir aperçu un individu s'éloignant de la demeure de la victime. Les policiers se rendirent sans tarder à son domicile. L'homme relata avoir vu un homme se diriger vers la maison de Monica la veille, aux alentours de l'heure où l'on estime que le crime fut commis. Un témoignage troublant qui ouvrait une nouvelle brèche dans l'enquête. Il rentrait chez lui comme à son habitude. En approchant de la boîte aux lettres,
Il remarqua un homme blanc, un certain Litsev, d'environ 1,70 m. L'individu venait de la direction de la maison de Monica. Curtis s'attendait à un salut, un geste de la main amical, comme il était d'usage dans le coin. Mais l'homme passa son chemin sans même un regard. Un inconnu poursuivit son chemin, gravissant la colline jusqu'à s'arrêter près d'une camionnette argentée. Curtis remarqua que le véhicule avait l'air utilitaire. Il ne prêta même pas attention à la plaque d'immatriculation, car il n'avait aucun soupçon de ce qui allait se produire. Mais à présent, il commençait à se demander si cet homme pouvait être impliqué dans le meurtre. D'ailleurs, il n'était pas le seul à avoir aperçu cet étranger. Curtis informa l'officier qu'un autre voisin, Seth, avait également aperçu un inconnu ce jour-là. Les policiers se rendirent sans tarder au domicile de Seth. L'homme relata qu'aux alentours de 2h30, il avait croisé un individu inconnu sur le chemin. Ce dernier se dirigeait vers la demeure de Monica. Quelque temps plus tard, Seth revit cet homme. Il s'éloignait cette fois-ci du domicile de la femme, le pas rapide. Selon Seth, l'inconnu avançait avec une détermination palpable, connaissant visiblement sa destination et le but de sa démarche. La description fournie par Seth concordait presque parfaitement avec celle de Curtis. Un détail supplémentaire, cependant, glaça le sang des détectives. Seth affirmait que l'homme dissimulait quelque chose dans sa main. L'information, brusque et menaçante, les laissa sans voix, imaginant les sombres possibilités qu'elle impliquait. Dans ses mains, il tenait une enveloppe d'un blanc immaculé. Des enveloppes identiques avaient été découvertes dans chaque pièce de la demeure de Monica. L'incompréhension régnait parmi les policiers. S'agissait-il d'un cambrioleur, attiré par l'appât du gain facile, ou d'un tueur à gages chevronné, mandaté par John Schmeyer? Après avoir minutieusement passé au crible les dépenses de John, ils écartèrent de cette hypothèse et levèrent tous les soupçons qui pesaient sur lui. À ce moment-là, Jonas fut écarté de la liste des suspects, laissant les policiers se concentrer sur la traque d'un mystérieux inconnu. Le point de départ de leur enquête fut un fourgon, celui qui hantait leurs pensées. Il ne disposait que d'une description vague, une couleur indéfinie, une marque courante. Impossible de remonter jusqu'à son propriétaire. L'immatriculation demeurait un fantôme insaisissable. L'abondance de fourgons argentés rendait impossible une vérification exhaustive. La police opta donc pour une solution plus astucieuse. Examiner les enregistrements des caméras de surveillance des commerces bordant les voies d'accès à la demeure de Monica. Malheureusement, seul le quartier financier était équipé de telles caméras. Les enquêteurs déterminés firent des copies des enregistrements de 2 caméras, ciblant une plage horaire précise. En visionnant les images, ils furent stupéfaits par ce qu'ils découvrirent. Les enquêteurs ont confirmé la présence d'une camionnette, capturée par les caméras environ 22 minutes avant le crime. Puis, le même véhicule est réapparu au carrefour, 22 à 23 minutes plus tard. L'identification de la plaque d'immatriculation devenait alors l'étape cruciale. Malheureusement, la chance semblait tourner. Le système de surveillance, en réalité, était davantage axé sur la clientèle bancaire que sur la circulation urbaine. 3 jours après le crime, l'enquête piétinait. Le fourgon, élément clé de l'affaire, restait une énigme, son identité dissimulée aux yeux des enquêteurs. Les caméras de surveillance, muettes, n'avaient rien révélé. Aucune piste nouvelle, aucun suspect supplémentaire n'était venu éclairer l'obscurité de cette affaire. C'est alors que Lisa Leyden intégra officiellement l'équipe d'enquête, apportant avec elle un souffle nouveau dans un dossier qui semblait irrémédiablement bloqué. Cela faisait 6 ans qu'elle exerçait ce métier, mais cette affaire la déconcerta dès le départ. Des crimes de cette nature, elle avoua, n'étaient pas monnaie courante. L'absence de suspect évident ne faisait qu'épaissir le mystère, tout comme le mobile, qui restait insaisissable. L'inspectrice Leyden décida alors de se concentrer sur une piste financière. Identifier ceux qui auraient pu tirer profit de la disparition des moines. Elle a réclamé tous les documents judiciaires, les actes du divorce, les copies des titres de propriété et les dispositions testamentaires concernant la répartition de sa fortune. La fortune de Monica dépassait le $1 million. Comme John s'y attendait, elle ne lui avait rien laissé. Tout avait été arrangé pour que ses filles soient les seules héritières de la défunte. L'inspecteur Leyden a pris contact avec les filles de Monica, Beta et Stéphanie. Elles filèrent à Hanovre sans tarder. À peine arrivées, elles furent interrogées. 5 jours après le meurtre, le médecin légiste remit les conclusions de l'autopsie. Un rapport qui ne fit que confirmer les soupçons des policiers. Décès causé par une blessure par balle. Seules les balles et les douilles
d'un pistolet de calibre 32 semblait s'y constituer les preuves matérielles tangibles dans cette affaire nébuleuse. L'inspectrice Lisa Layden, enfin, allait pouvoir s'entretenir avec les filles de Monica B., Stephanie et Beth, les héritières d'une fortune colossale. Si le chagrin les accablait ouvertement, Lisa Layden se devait de vérifier qu'aucune d'elles n'était impliquée dans le drame qui les frappait. L'enquête prenait un tournant crucial. Beth, la plus jeune, se trouvait alors en voyage au Japon, tandis que Stephanie, l'aînée, résidait en Floride. À des centaines de kilomètres du lieu du crime, les deux jeunes femmes étaient hors de cause. L'enquête s'orienta alors vers des pistes inattendues. Les suspects habituels furent rapidement écartés. Ni le mari, ni les proches, ni la famille n'étaient impliqués. Les enquêteurs se tournèrent vers des profils capables d'un acte aussi odieux. Près d'une semaine après le meurtre, l'inspectrice Layden, en épluchant les récents cambriolages de la ville, fit une découverte surprenante. Au moment du décès de Monica, une bande sévissait dans le quartier, spécialisée dans les effractions. À sa tête, un certain Frank Elmer. Il ciblait des demeures cossues, fracturant les portes pour dérober argent liquide, bijoux étincelants et armes à feu. Bref, tout ce qui pouvait facilement se monnayer dans la rue. Peut-être un de ces cambriolages, apparemment banals, avait-il dégénéré en tragédie. Layden, plongeant dans les archives, éplucha les données d'arrestation avec diligence. L'information abondait, lui permettant de localiser chacun d'eux. À l'époque du meurtre, Layden constata que tous les membres du gang purgeaient d'une peine de prison. Aucune des armes à feu volées par le gang ne correspondait à celles utilisées lors du crime. L'enquête se trouvait à nouveau dans une impasse. Pourtant, l'affaire prit un tournant inattendu lorsqu'un nouveau nom fit surface. La fille de Monica Bader révéla à l'inspecteur Layden qu'un homme de ménage venait régulièrement à la maison. Rares étaient les visites dans ces lieux. Les officiers, avec une rigueur égale à celle déployée envers John, se lancèrent dans un interrogatoire minutieux. Ils cherchaient à déterminer son alibi au moment du crime, la nature exacte de sa relation avec la victime et surtout à évaluer s'il pouvait être le meurtrier. Jeremy Bergland avoua qu'il aidait Monica dans ses tâches ménagères depuis une décennie. Une querelle, pensait-il, aurait pu éclater, devenant ainsi le catalyseur tragique de sa disparition. Les enquêteurs convoquèrent alors Jeremy au commissariat pour une déposition plus approfondie. Lors de leur première entrevue, il leur avait paru étonnamment accessible et désireux de coopérer. Le fardeau de ce qui était arrivé à Monica pesait lourdement sur ses épaules. Leur connaissance remontait à un certain temps déjà, et il la considérait comme une amie sincère. Jeremy, approchant la cinquantaine, était un homme marié et père de famille. Cependant, les enquêteurs cherchaient à déterminer si une relation plus intime avait pu exister entre lui et Monica. Jeremy a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une simple amitié. Interrogé sur ses faits et gestes aux alentours de 2h30 le 31 mars, il a répondu qu'il était à son travail. Jeremy a précisé qu'il avait passé toute cette journée à surveiller un site situé à 40 minutes de chez elle. Pour renforcer sa crédibilité, l'homme s'est même soumis à un test polygraphique, dont les résultats ont confirmé qu'il disait la vérité. Malgré tout, les enquêteurs, soucieux de ne rien laisser au hasard, ont décidé d'approfondir leurs investigations. Ils n'avaient jamais eu maille à partir avec la justice, jamais un revolver entre les mains, encore moins celui qui avait ôté la vie à Monica. L'enregistrement vidéo de son lieu de travail confirmait son alibi. Une vérification méticuleuse n'avait rien révélé de compromettant chez Jeremy. Les semaines se muèrent en mois et l'enquête piétinait, désespérément privée de nouvelles pistes. Les enquêteurs, sentant l'espoir les quitter peu à peu, étaient confrontés à un mur. L'affaire semblait insaisissable et l'idée d'un simple concours de circonstances se faufilait dans leurs esprits. Contraints de revenir sur leurs pas, ils se plongèrent à nouveau dans le dossier. Chaque procès-verbal d'interrogatoire fut réexaminé, chaque détail scruté à la loupe, dans l'espoir d'y déceler un indice, une faille qui les mènerait enfin à la vérité. La tension était palpable, mais l'obstination restait leur seul guide dans ce labyrinthe d'incertitudes. 3 mois après l'assassinat de juin 2010, une lueur d'espoir perça enfin l'obscurité. L'inspecteur de Mangeon, plongé dans ses notes, feuilletait son carnet avec une patience infinie. Soudain, à la 10e ou 11e page, il s'arrêta, frappé par une révélation. Le souvenir des paroles de Molly, l'amie de John, lui revint en mémoire. Ce jour-là,
Presque toute leur bande d'amis s'était retrouvée au restaurant. Presque tous, car une personne manquait à l'appel. Tim Jacoby, son fiancé, un homme apparemment sans histoire, fraîchement diplômé, fiancé et promis à une carrière brillante. Pourtant, les enquêteurs réalisèrent avec stupeur qu'il n'avait jamais été interrogé. Un détail troublant, car Tim, malgré son profil rassurant et éloigné de l'image d'un assassin typique, restait une figure centrale de l'affaire. L'inspecteur de Magan, tenace, avait tout de même réussi à glaner quelques informations troublantes sur l'individu. Son vernis de respectabilité commençait à craqueler. En 2016, il avait bizarrement renoncé à contester les accusations portées contre lui pour le braquage d'une bijouterie à York, une ville voisine. Résultat, 5 ans avec sursis. De Magan fixa alors la photo, une pensée le traversant avec un mélange de surprise et de dédain. Mon Dieu, la calvitie progresse. Il correspondait trait pour trait à la description de l'inconnu, aperçu en compagnie de la courtisane. Desmangeants s'assura de l'arsenal dont il disposait. Un pistolet automatique de calibre 32 se trouvait en sa possession, précisément le type d'arme que recherchèrent les enquêteurs. Or, les termes de sa liberté conditionnelle lui interdisaient formellement d'être détenteur d'une telle arme. Personne ne s'en est soucié. Désormais, les policiers étaient confrontés à un casse-tête encore plus complexe. Une question lancinante les taraudait. Pourquoi Tim Jacoby, un homme qui n'avait jamais croisé le chemin de Monica, qui ne la connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et qui n'avait aucune raison apparente de lui vouer la moindre animosité, avait-il ressenti le besoin impérieux de lui ôter la vie? 3 mois après le meurtre de Monica Schmeier, les enquêteurs portaient leurs soupçons sur Tim Jacoby, un ancien malfrat au passé trouble. Le seul lien ténu qui semblait unir le bourreau à sa victime était John, l'ex-mari de Monica. John Schmeier était-il capable d'une telle extrémité? L'idée même qu'il ait pu engager Tim Jacoby pour éliminer son ex-femme, Monica, glaçait le sang. L'appât du gain, la perspective de ne plus avoir à partager sa fortune, aurait-il pu le pousser à franchir cette ligne? Les soupçons se portaient également sur Molly, une amie proche de John. Aurait-elle pu servir d'intermédiaire dans cette machination infernale? Les enquêteurs, face à ce tissu d'ombre et de mensonges, s'efforçaient de démêler le vrai du faux. Chaque piste était explorée avec minutie, chaque alibi vérifié. L'objectif était clair, établir un lien indéniable entre Tim Jacoby et John Schmeier et découvrir la vérité derrière la mort de Monica. Les heures s'écoulaient, lourdes de tension, dans l'attente d'une révélation qui pourrait enfin éclairer cette affaire trouble. Dans l'ombre, ils menaient l'enquête avec une discrétion absolue, cherchant à ne pas éveiller les soupçons. Malgré leurs efforts, les policiers n'ont pu étayer la thèse d'un assassinat commandité. L'argent, nerf de la guerre, restait introuvable. John avait-il graissé la patte de quelqu'un? La réponse était négative. Les investigations n'avaient révélé aucun paiement suspect. Schmeier n'avait pas engagé un tueur à gages pour éliminer Monica. Les faits l'attestaient. De même, aucune preuve n'indiquait que Molly avait touché de l'argent ou qu'elle était mêlée de près ou de loin à cette affaire nébuleuse. Les enquêteurs rayèrent les 2 noms de la liste des suspects. Tim avait-il agi seul? Durant les mois qui suivirent, la police rassembla des informations sur Tim Jacoby. Discrètement, ils interrogèrent son employeur, un fabricant de revêtements de sol, cherchant à savoir où se trouvait Tim le jour du meurtre. Ils parvinrent à établir que l'homme s'était rendu à son travail. Ce matin-là, il remit son rapport, mais une remarque du chef de police attira particulièrement l'attention des enquêteurs. Durant ses heures de travail, Tim Jacoby avait à sa disposition un fourgon argenté de taille standard. Le véhicule correspondait parfaitement à la description fournie par Curtis et ressemblait étrangement à celui aperçu sur les enregistrements des caméras de surveillance. Un banal fourgon, témoin muet, s'est révélé être la clé d'une énigme criminelle. Les soupçons convergeaient vers Jacoby. Son profil correspondait étrangement à la description du suspect, propriétaire d'un pistolet de calibre 32, absent lors d'une réunion cruciale. Mais c'était surtout son véhicule, un fourgon argenté, qui jetait une ombre persistante sur son innocence, un faisceau d'indices troublants, une accumulation de coïncidences trop parfaites pour être ignorées. Les enquêteurs, bien qu'encore dans l'obscurité quant aux motivations profondes de l'individu, tissaient patiemment la trame de leur affaire. Ils avaient établi qu'il était le détenteur légal d'un pistolet de calibre 32, l'arme fatale qui avait ôté la vie à Monica. Cette information cruciale leur ouvrit les portes.
Ils obtinrent sans tarder un mandat de perquisition. En juillet 2011, 1 an et 4 mois après le meurtre, les enquêteurs frappèrent à la porte de Tim, munis d'un mandat de perquisition. Ils espéraient enfin mettre la main sur l'arme du crime. L'homme ne manifesta aucune surprise. Pas une question sur les raisons de leur venue. Un simple sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. La fouille minutieuse de sa demeure ne révéla rien. Le mystère restait entier. Dans la remise délabrée, une découverte singulière attendait les enquêteurs. Ils mirent la main sur un canon d'arme à feu correspondant au calibre tant recherché. La pièce avait subi des modifications importantes, polies et amincies avec une précision troublante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ce n'était pas tout. À proximité, une boîte de cartouches de calibre 32 reposait, énigmatique, aux côtés du signalement d'un pistolet de calibre 40 dérobé, ajoutant une couche de mystère à l'affaire. Tim fut appréhendé sur le champ. Les policiers, quant à eux, poursuivirent de leur fouille minutieuse de la ferme familiale des Jacobi. Molly révéla alors que Tim avait l'habitude de s'exercer au tir sur ses terres. C'est ainsi qu'ils mirent la main sur un second canon endommagé. Mais la pièce maîtresse de l'enquête les attendait sur le pas de tir. L'estrade de tir, construite en bois brut, offrait une vue imprenable sur le terrain. C'est entre les planches disjointes que les enquêteurs découvrirent 4 douilles, vestiges silencieux d'un acte violent, toutes portant la marque du calibre 32. L'arme du crime restait introuvable, un fantôme insaisissable. Pourtant, les douilles, ainsi que les 2 canons récupérés sur les lieux, furent immédiatement confiés aux experts de la police scientifique. 1 mois s'écoula avant que le verdict ne tombe, lourd de conséquences. La douille retrouvée près du corps de Monica Schmeier, un macabre collier autour de son cou, provenait de la même arme que les 4 autres, celle qui restait introuvable dans la ferme des Jacobi. Tim Jacobi fut aussitôt inculpé d'une litanie de crimes, meurtre, vol, cambriolage et falsification de preuves. L'accusé, imperturbable, clama son innocence. Refusant toute coopération avec la justice, il préféra affronter le tribunal. Le 9 octobre 2014, après 2 heures de délibération tendue, les jurés rendirent leur verdict. Tim Jacobi fut déclaré coupable sur tous les chefs d'accusation. Il fut condamné à la peine capitale. Plusieurs condamnations pour vol, cambriolage et falsification de preuves s'étaient accumulées. Tim Jacobi, obstiné, resta muet lors des interrogatoires et refusa de témoigner devant le tribunal. L'accusation convaincue voyait dans l'envie et l'avidité le moteur de ses actes. Fréquentant un restaurant renommé, entouré de gens aisés, il contemplait cette existence qu'il estimait lui revenir de droit. Tim, dans une démarche audacieuse, cherchait à se fondre dans le décor, à devenir l'un des leurs. Son appât du gain le poussait à réclamer une augmentation, à convoiter avidement l'argent. De son côté, John, par ses propos répétés sur la situation de Monica, avait semé une graine dans l'esprit de Tim. John se plaignait souvent que Monica restait constamment chez elle et laissait entendre qu'elle disposait d'une somme d'argent conséquente, fruit des pensions alimentaires qu'il lui versait. Peut-être Tim y vit-il l'opportunité rêvée, l'échappatoire parfaite pour commettre un acte irréparable, un crime qu'il imaginait infaillible. Échapper à la noyade avec une somme d'argent décente en poche, l'idée avait de quoi séduire. La police, elle, pensait que le malfaiteur avait garé sa camionnette sur l'allée menant à la maison. C'est là que l'avait aperçu un certain Curtis, un véhicule qui ne lui appartenait pas, c'est certain. Débusquer un tel engin dans la nature, une vraie gageure. Les enquêteurs étaient convaincus que Monica n'avait pas verrouillé sa porte d'entrée, car aucun signe d'effraction n'était visible. Ignorait-il que la femme se trouvait à l'intérieur à ce moment-là? Les investigateurs pensaient que Tim était venu avec une seule intention, s'emparer de l'argent. L'a-t-il agressée dès le seuil ou l'a-t-il surprise à l'intérieur? Quoi qu'il en soit, une violente altercation éclata entre eux. Peut-être avait-elle révélé l'emplacement de l'argent, et dès que Tim s'était détourné pour le chercher, Monica saisit cette opportunité. Elle contacta les secours. C'est alors que Tim Jacobi, dans un geste désespéré, empoigna un pistolet et ôta la vie à Monica Schmeier. Un simple cambriolage qui tourne au drame, sans fioriture ni complexité. Conscient que les forces de l'ordre étaient imminentes, il empocha précipitamment ce qu'il put et s'enfuit. Tim, soucieux de discrétion, s'éloigna d'un pas tranquille mais déterminé. Son esprit était fixé sur un objectif précis. De leur côté, les policiers étaient convaincus que Jacobi avait pris soin de détruire son arme. Il l'avait méticuleusement modifiée
en retirant le canon et en l'altérant de l'intérieur afin d'empêcher toute balle de correspondre. Il avait peaufiné chaque détail avec une précision chirurgicale. Mais comme le dit l'adage, le crime parfait n'existe pas. Finalement, la justice a triomphé, permettant aux habitants d'Hanovre de respirer à nouveau et de laisser derrière eux cette tragédie. Monica, jamais sa famille ne pourra l'oublier. Elle reste à jamais présente dans leur cœur, un souvenir impérissable. Son esprit continue de vivre à travers les moments partagés, les rires et les tendres souvenirs qui les unissent. Un lien invisible, mais indéfectible, les relie à elle pour l'éternité. L'heure est venue de se dire au revoir, mais non pas un adieu définitif. L'écho de nos rencontres passées résonne encore, tissant une mélodie douce amère dans l'air. Ce n'est pas la fin d'un chapitre, mais plutôt une pause. Un entracte avant que le rideau ne se lève à nouveau sur une scène différente. Gardons précieusement ces souvenirs, car ils sont les étoiles qui illumineront notre chemin jusqu'à nos prochaines retrouvailles. Alors levons nos verres à l'avenir, à ces moments encore inconnus qui nous attendent, avec la promesse de nous revoir bientôt. À la revoyure.